Grande Comore, c'est d'abord une île volcanique, avec son volcan, le Karthala, dont Haroun Taziev disait qu'il fallait être fou pour choisir d'y vivre en dessous. Mais les habitants de Grande Comore n'ont pas vraiment le choix, c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Et quand on voit dans quelles eaux paradisiaques baigne leur île, on se dit que malgré tout, c'est sans doute plutôt à prendre. La vie ici pourrait avoir un petit goût de paradis si les ordures étaient traitées, si les écoles et les hôpitaux publics fonctionnaient, si les habitations étaient décentes, si les salaires étaient payés. Non, Grande Comore, ce n'est pas vraiment le paradis, c'est juste l'île capitale d'une petite république fragile parmi les plus pauvres de la planète, tiraillée entre l'influence de l'Occident et la force des traditions. Pour découvrir cette île, nous avons choisi de suivre 3 jeunes Comoriens. Moussa, l'apprenti volcanologue, Saïd, le passionné des baleines à bosse, et Melinda, une jeune bachelière qui rêve de voyager. Saïd Mohamed, Farid Ibrahim Abdou. S'il vous plaît, venez, cher ami. Tous les matins, à l'ambassade de France de Moroni, une foule compacte se masse à l'entrée du bâtiment dans l'espoir d'obtenir un visa. C'est ici que nous avons fait la connaissance de Melinda, jeune fille de 17 ans, qui cherche à aller faire ses études supérieures à Paris. C'est long, il faut beaucoup de patience, mais ça va, c'est bien organisé, on dépose et après, voilà, on attend tout le temps les appels, on reste accroché au téléphone, on attend et puis voilà. Des fois on a la chance d'avoir le visa, des fois pas, j'espère avoir la chance de l'avoir. Melinda aura-t-elle son visa? Comme elle, ils sont des milliers à l'espérer à Grande Comore. Devant la faillite du système scolaire, beaucoup de jeunes diplômés tentent leur chance à l'étranger, de préférence en France, le choix du cœur pour ces francophiles. Moussa, lui, a fait ses études à Madagascar. Un bac plus 5 d'informaticien. Pourtant, depuis qu'il est rentré à Moroni, il galère avec des petits boulots. Ce matin, une grande aventure l'attend. Gravir le Karthala, le célèbre volcan de Grande Comore. Chaque porteur se met en face de son sac, d'accord? C'est bon? Allez. Moussa est accompagné par Eric Delcher, un scientifique venu de l'île de la Réunion, et par Hamid Soulé, le responsable de la station sismique du Karthala. Tous deux organisent l'expédition. Voilà. Actuellement, j'ai 28 ans et que je n'ai jamais vu le Karthala, alors que grâce au Karthala, on est connu internationalement grâce à notre volcan qui est actif. Donc c'est la première fois, je vais y aller et je vais voir ce que c'est tout là-dedans. Bon, l'aventure commence. Le Karthala, c'est loin. C'est très loin. Faut être costaud. C'est parti pour 3 jours de mission. 10 porteurs nous accompagnent. Le sommet du Karthala est à 2600 mètres d'altitude. L'enjeu pour Moussa est important. S'il réussit sa mission, il sera embauché à l'Observatoire volcanologique de Moroni pour une durée d'au moins 1 an. C'est pas facile, hein? Allez, dépêchez-vous! Les porteurs s'impatientent. À peine 2 heures de marche et Moussa est déjà épuisé. Après vous! Allez-y d'abord! Non, Moussa, on part tous ensemble parce que si on commence à s'éparpiller, on va jamais y arriver. Allez, on monte tous ensemble, hein? T'as mangé quelque chose? C'est bon? Ok. Plus bas, à Moroni, le Karthala, on ne s'en soucie guère. La préoccupation quotidienne, c'est de trouver un peu d'argent. Ainsi, le cœur de la vie économique bat au marché de Volo Volo,
où matin et soir, toute l'île semble s'être donné rendez-vous. Voici Saïd. Il a 5 enfants et travaille comme chauffeur pour le bureau local de l'ONU. Comme chaque grand Comorien, il n'arriverait pas à joindre les deux bouts sans l'aide financière de la diaspora, les Comoriens de l'étranger. J'ai un grand frère à Blois, un autre à l'île de la Réunion, et mes 3 sœurs habitent en région parisienne, à Chanteloup-les-Vignes. Tous me soutiennent, certains financièrement, d'autres en m'envoyant des fournitures scolaires, et même des habits. En fait, chacun apporte sa contribution pour que je puisse m'en sortir. Saïd nous emmène ce matin au sud de Grande Comore, dans le village de Mahalé. Il faut plusieurs heures de conduite pour faire quelques dizaines de kilomètres à peine, tant l'unique route de l'île est en piteux état. Loin de l'agitation de Moroni, nous découvrons la vie tranquille d'un village typique où toute la vie sociale tourne autour du Bangoué, la place publique réservée aux hommes. Quand vous voyez du monde comme ça le matin, c'est pas bon signe. Cela veut dire que les gens sont au chômage. À l'écart, dans la petite criée de Mahalé, les femmes s'échangent la pêche du jour. Même ce matin, ils étaient là, les baleines. La passion de Saïd, ce sont les baleines. Soutenu par l'association française Megaptera, il voudrait bien créer une structure touristique d'observation des cétacés pour donner du boulot à ses amis pêcheurs. Des mâles, des femelles, des groupes actifs. Ils en ont vu hier, avant-hier. Elles sont là tout le temps. Entre les mois de juillet et septembre, les baleines à bosse viennent s'accoupler et mettre bas dans les eaux chaudes des Comores. Que vous soyez en pirogue ou en barque à moteur, si un étranger vient voir les baleines, vous pouvez l'accompagner. Mais attention, c'est possible que le touriste connaisse bien les baleines. Il faut donc respecter les animaux, ne pas leur couper la route, ne pas séparer la mer du baleineau. Vous devez rester à distance pour les observer. Équipés de moteurs incertains et de barques instables, nous partons en mer. Saïd veut nous montrer les baleines, qui, elles, ne veulent pas se montrer. 4 heures à se faire balloter, en vain. C'est pas très bien pour les baleines, quoi, parce que ça bouge un peu, on risque de faire un peu agité. Un peu agité, quoi. On va toujours tenter de la voir, mais soit puisque ça bouge, c'est un peu difficile. Hey, Ishma, c'est quoi ce foulard? Nous retrouvons Melinda. Elle n'a toujours pas de nouvelles de son visa. Son ami Ishma a reçu, elle, l'autorisation d'émigrer pour étudier au Maroc. Elle part dans quelques jours. J'en connais qui n'ont pas les moyens de partir à l'extérieur ou sinon de vivre à l'étranger parce que c'est quand même beaucoup de dépenses. Et donc ça va, moi je m'estime heureuse d'avoir des parents qui pourront assurer. Je sais que je ne vais pas souffrir à l'étranger alors qu'il y en a d'autres ici qui aimeraient bien partir. Par exemple, qui ont un potentiel intellectuel, mais voilà, ils n'ont pas les moyens de partir et ça c'est dommage, hein, c'est franchement malheureux. La situation aux Comores, comment tu pourrais la décrire, toi? Elle est catastrophique. La situation aux Comores, catastrophique. Moi, je ne me voyais pas du tout rester un an de plus ici. J'allais exploser, c'est tout ce que je peux dire. Galère. En choisissant l'expatriation, Ishma et Melinda choisissent aussi l'émancipation. Aux Comores, l'islam doit composer avec la place centrale qu'occupent les femmes dans la société. Malgré cela, certaines coutumes séculaires, comme le mariage arrangé, perdurent toujours. En général, la famille choisit carrément la personne. Voilà, et c'est comme si à tel âge, on vous dit, mets-toi en tête que c'est lui que tu vas épouser.
Donc en général, ils piochent dans la famille. Voilà. C'est toujours un membre de la famille, des fois c'est un oncle, des fois c'est un cousin. C'est genre... Et des fois c'est arrangé même avant la naissance. Hein. Mais de plus en plus de jeunes se révoltent hein, face à ça. Quand on les impose un mari ou quelque chose comme ça, non, elles acceptent plus. Déjà 5 heures d'ascension pour Moussa. Et il n'est pas au bout de ses peines. Depuis le début, on est en train de traverser la forêt. Oui. Là, bientôt, on va arriver pratiquement à 1200 mètres d'altitude. Et à partir de là, bon, on aura plus... La troupe s'est de nouveau éparpillée. Bon, bah, c'est inquiétant quand même que Moussa, il n'arrive pas à monter là. Oui, Moussa, il est où? Il arrive là? Mais il est loin? Vraiment. Ça ira. Allez, dépose ton sac. Je ne suis même pas arrivé. Mais non, mais bon. Non, pas encore. Plus de 3 heures de marche, mais bon. C'est déjà pas mal. Moussa, contre le Ghana. Tu t'attendais pas à ça? Non, pas du tout. J'avais pensé que, comme Eric m'a expliqué, j'avais pensé que c'est quelque chose, c'est juste quelques mètres. Allez, plus que quelques mètres, et ce sera le sommet. Pendant ce temps-là, sur la plage de Shindini, Saïd cherche toujours la trace des baleines. Quand elles tapent avec leurs nageoires ou quand elles sautent, même les gens du village les entendent. Et même la nuit, ça nous empêche parfois de dormir. Convaincus par les imitations des pêcheurs, nous décidons donc de repartir en mer, sous l'œil sceptique des enfants du village. Cette fois-ci, pourtant, pas de risque de chavirer. C'est le calme plat, toutes les conditions sont réunies pour observer des baleines. Saïd a même emmené un hydrophone pour repérer les cétacés. Mais une fois de plus, l'océan reste désespérément muet. Il y a que le bruit de la mer. Il n'y a pas de chanteur. Saïd est dépité. Il n'y a pas de chanteur. Nous aussi. Les chanteurs, c'est plutôt en altitude qu'on les trouve, au-dessus des nuages. Les dormeurs aussi. À 2 heures du sommet, la troupe se repose. Sans doute, même en rêve, Moussa n'aurait jamais imaginé le paysage calciné qu'il allait découvrir un peu plus tard, après un dernier effort. Moussa, ça va, t'es content? Enfin arrivé. Après presque 10 heures de marche. Mais c'est beau. C'est joli. C'est pas tout, on voit pas tout là. Hein. Et c'est beau. Ouais, voilà la caldeira. Bon, maintenant on va le voir de plus près, peut-être demain. En bas, c'est l'endroit où on installe le bivouac. Il n'existe aucun endroit plus joli que ça. Ouais. J'ai même oublié mes douleurs. À Moroni, Melinda fait la fête.
car le visa tant attendu a enfin été accordé. Et là, à quelques heures du départ, tu te sens comment? Pour l'instant, normal. Un peu triste, mais il ne faut pas montrer. Tu vois. Heureusement, mes amis seront là. Je vais passer un bon moment. Je vais profiter à fond d'eux. Manger, on va rigoler. Peut-être on va pleurer. Est-ce que vous comptez déjà les jours avant que Melinda revienne aux Comores passer quelques vacances? Non, peut-être dans 2 ans, elle va passer 2 mois ici. Dans 2 ans. Dans 2 ans. Melinda s'envole demain, juste à temps pour sa rentrée universitaire à Paris. Tout ce que je te souhaite, c'est bon courage et bonne chance. Et je pense que tu es capable de le faire. Je vous le prouve. Voilà, mer et ballonneau. Je pense qu'il y a un mer et ballonneau. Saïd est aux anges. La 3e tentative est la bonne. Il était temps, d'ici quelques jours, les baleines à bosse comoriennes allaient toutes migrer vers le sud. C'est des mâles, c'est de 2, 3, 5 mâles qui veulent se battre pour une femelle. C'est là où tu vois le tape de caudal, tape de pectoral. C'est juste ça, quoi. Quand il tape avec les nageoires comme ça, c'est pour... C'est de la bagarre. Celui le plus fort, c'est elle qui a la femelle, quoi. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour développer une vraie activité baleine? Un bateau. Un vrai bateau. Un vrai bateau. Parce qu'en Grande Comore ou aux Comores, il n'y a pas de bateaux, de vrais bateaux, quoi. Il n'y a que des petites barques. Et puis nous, on loue les petites barques pour aller voir les baleines, quoi. C'est le système D, c'est la débrouille, quoi. C'est la débrouille, voilà. Au sommet du volcan, Moussa traverse la plus grande caldeira du monde. Tout comme avec les baleines, nul doute qu'ici aussi pourrait être développé un tourisme aventure. La mission est courte et il faut se dépêcher pour atteindre tous les appareils de mesure et en expliquer le fonctionnement à Moussa. Ça ne devrait pas marcher. Parce que ici, tu as débranché le... Essaye de rebrancher ça là. Vous avez vu, il y a juste trois broches qui s'enquillent dans le trou là. On voit que la maintenance, c'est quelque chose de compliqué, hein, Eric, sur le Karthala. C'est pas anodin, en tout cas. Non, c'est surtout une station comme ça coûte à peu près 50 000 €. Donc c'est extrêmement complexe. Ça ne mesure pas que du flux de CO2. Déjà, le flux de CO2, c'est quand même déjà quelque chose d'assez compliqué. Hein. Mais c'est une station multiparamètres, météo. Elle fait énormément de choses. Sans compter la partie télétransmission, etc. Ça fait beaucoup de paramètres et beaucoup de sources de problèmes potentiels. Hein. Des stations sismiques, il y en a 5 disséminées dans la caldeira. Moussa a une journée à peine pour comprendre comment elle fonctionne. Le novice du volcan va vite apprendre. Moussa, viens voir. Là, on est sur un endroit vraiment actif avec des fumerolles très très chaudes. C'est au moins à 500 degrés juste derrière le trou là. Oh, voilà là là.
La dernière éruption remonte à janvier 2007. Quand le Karthala se réveille, il neige parfois sur Moroni. De la cendre qui rend l'air irrespirable et pollue les citernes d'eau de pluie, seule ressource en eau douce de l'île. En 1977, Singani, village côtier au sud de la Grande Comore, a été rasé par une coulée de lave. Sans faire de victimes. Mais depuis, rien n'a repoussé, le champ de lave est resté en l'état, pétrifié. Le boulot c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, mais il faut se faire parce qu'il s'agit de sauver des vies, il s'agit de sauver la population comorienne et que si on est là c'est pour ça. Donc on n'a pas le choix, il faut s'y mettre et il faut se faire. Moussa a réussi son pari de vaincre le Karthala et peut désormais envisager l'avenir un peu plus sereinement avec un nouveau métier. Saïd a trouvé sa passion, mais il lui reste encore du chemin avant de pouvoir développer un tourisme spécialisé dans l'observation des baleines. Enfin, le grand jour pour Melinda. Ça, c'est le passeport, il y a le visa. C'est là. Regardez pas la photo. Voilà. Sans la photo. La tête, elle est à côté. Elle part en France, mais plus tard, peut-être, elle reviendra travailler aux Comores. Moussa, Saïd, Melinda, à eux trois, ils symbolisent les espoirs de développement de tout un archipel.